Bonsoir à toutes et à tous, et donc je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass Protagoras. Donc Protagoras, un think tank qui est donc adossé à l'IEX, qui nous accueille aujourd'hui dans ce loft 58, cafétéria de l'IEX, que vous découvrez, en tout cas certains d'entre vous, pour la première fois. Et donc, petit mot d'abord sur cet événement qui est retransmis en direct sur Twitch. Et donc, si les personnes, les streamers nous suivent sur Twitch, ils peuvent bien sûr interagir avec nous. Et à un moment donné, on prendra leurs questions, s'il y en a. Et masterclass, donc une masterclass, c'est un moment de discussion, un moment d'échange. Donc, il y aura aussi une partie de cette masterclass qui sera dédiée au débat avec les personnes présentes ici. Donc, le but est de rendre le tout le plus interactif possible. Alors, la thématique du jour, elle est très importante, puisque à quelques mois maintenant du prochain scrutin européen, fédéral, régional, eh bien, il s'agit ce soir d'explorer un sujet qui je pense, qui nous intéresse tous, qui nous passionne tous, en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, en tant que personnes actives dans le milieu associatif ou dans les partis politiques. C'est effectivement l'engagement des jeunes ou le désengagement des jeunes citoyens européens ici, puisqu'on va surtout parler de l'engagement au niveau européen, envers leur gouvernement également, et puis envers la politique en général. Donc on va essayer de comprendre, et on va se plonger pour comprendre tout ça dans une étude qui donc une étude de Martine Clercs, qui est assise à ma droite, qui est la fondatrice et la directrice associée de WIDE, qui donc aujourd'hui nous offre cette analyse qu'elle a effectuée pour, si je ne me trompe pas, pour l'agence ICF Next, qui est une agence de communication qui travaille en partie avec les institutions européennes. Et donc on va s'intéresser aux jeunes européens, non pas la jeunesse européenne dont certains d'entre vous font partie, qui voyagent, qui participent à des programmes Erasmus, qui a l'habitude de participer à des événements comme celui-ci, ou qui s'est engagé peut-être dans toute une série de mouvements, mais les jeunes que l'on rencontre dans tous les États membres, le contingent le plus important de la jeunesse. Et pour ça, je ne vais pas en dire plus, puisqu'on va voir ça dans la présentation dans un instant. On va parler des jeunes déconnectés, donc des jeunes qui sont, pour reprendre le terme anglais, switched off, qui sont déconnectés des questions européennes, de cet engagement européen, à qui finalement l'Europe ne parle pas. Alors, on va donc se pencher sur le profil de ces jeunes, et pour éclairer cette discussion, nous pouvons aussi compter, donc, à côté de Martine Clercs également, sur la présence de deux autres intervenants ce soir, donc Mara Grimminga, qui est la présidente des Young European Federalists pour la Belgique, et François Debras, qui est un habitué de Protagoras, qui nous a déjà fait le plaisir de participer à des open lectures, donc à des cours qui s'inscrivent dans la formation initiale ici à l'IEX, mais également qui participent à nos cahiers, qui sont donc des publications où nous permettant également à des jeunes chercheurs de publier pour la première fois leur étude, parfois même leur mémoire qu'ils retravaillent. Donc vous avez quelques exemplaires derrière vous, pour ceux qui sont ici sur place. Et donc François Debras, qui est professeur associé à l'UL, à l'Université de Liège, l'ULiège, voilà, compliqué maintenant, et fondateur de PopX. Alors PopX, donc on parlera dans un instant, mais qui est aussi un outil très intéressant de vulgarisation, et qui se destine aussi à éclairer principalement la jeunesse aussi, sur toute une série de questionnements autour du populisme, autour de la radicalité, et donc on aura l'occasion de parler de ça dans un instant. Donc
Voilà, on espère en tout cas que cette session va susciter des questionnements, des réflexions autour de l'engagement, du renforcement également de l'engagement des jeunes dans la politique européenne. Et donc, sans attendre, je vais commencer par céder la parole à nos intervenants, et notamment à Martine Clers, qui a préparé une présentation sur cette étude, cette enquête menée au niveau européen. Merci. Donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous ennuyer avec tous les chiffres de l'étude. On a fait vraiment une sorte de résumé des enseignements principaux et principalement du ressenti des personnes qu'on a interrogées. Je vais faire un tout petit détour méthodologique. Ah, pardon. Je ne suis pas très douée pour tous ces outils. Je fais un tout petit détour effectivement méthodologique, d'abord pour vous expliquer comment on fonctionne. En fait, chez White, on travaille depuis 2004 sur l'analyse et l'identification de mouvements sociétaux et de voir aussi comment monsieur et madame tout le monde, la population réagit par rapport à ces mouvements sociétaux. On commence bien entendu par tout ce qui est méga-trend et macro-tendance, tout ce qui est documenté au niveau macro. Ensuite, on élabore des scénarios, mais pas seulement avec des experts, également avec des citoyens, et on voit les scénarios du futur que les gens trouvent crédibles, légitimes, ceux qu'ils redoutent et ceux qu'ils espèrent. À partir de là, on travaille aussi sur tout ce qu'on appelle les moteurs sociétaux et sur ces moteurs sociétaux qui animent la société. Et on fait ces études de manière annuelle. On se rend compte depuis 3-4 ans qu'il y a de plus en plus de populations qui se sentent abandonnées, qui se sentent invisibles. Et on a développé, suite à ça, un nouvel outil qui est vraiment un outil qui nous permet d'aller à la rencontre de ces invisibles, à la rencontre de certaines communautés. On se rendait compte aussi, par rapport à tout le travail qu'on nous demandait souvent, que ce soit des entreprises, que ce soit des institutions, que très souvent on s'adressait toujours aux gens qui étaient déjà un peu convaincus, aux gens qui étaient déjà plutôt positifs par rapport à une institution, et on se rendait compte que le groupe de ceux qui se sentaient abandonnés ne faisait que croître. Donc on a travaillé, si vous voulez, à partir de tous nos outils, sur la mise en place d'une étude un peu plus ad hoc sur les personnes qui se sentent abandonnées par les institutions, dont les institutions européennes, et on a aussi été voir un peu quel pouvait être leur comportement vis-à-vis du vote. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. On a donc, à partir de toutes les autres études que nous avons, tenu un panel quantitatif. On l'a tenu dans 6 pays. On l'a tenu en France, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Slovaquie et en Allemagne, pour aller voir un peu ce que les gens pensaient, comment les gens réagissaient. Et on a effectivement remarqué qu'il y avait des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Au rayon des mauvaises nouvelles, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens qui se sentaient supportés, soutenus par l'Europe, qui étaient très contents des programmes Erasmus, etc. Mais ça, ce n'était pas une réelle surprise. Ce sont aussi majoritairement des contributeurs à l'Europe. Mais on s'est rendu compte que sur ces 6 pays, il y avait une moyenne à peu près de 45% des gens qui se sentaient abandonnés. Bon, à la limite que les Français soient critiques, se sentent abandonnés à 53%, on est assez habitué dans les études quantitatives à avoir toujours des réactions un peu plus négatives en France. Mais que l'Allemagne, qui est quand même un des pays moteurs de l'Europe, avec la France, considérée comme un pays qui a du poids et qui a de l'importance, et 46% de personnes qui se sentent abandonnées, nous semblait quand même énorme. Au rayon des bonnes nouvelles, si on peut dire, il y a des pays comme le Portugal et la Pologne qui avaient un taux de gens qui se sentaient supportés bien supérieur. Et aussi,
ça ne voulait pas dire qu'ils étaient complètement fermés au vote. Une grande partie d'entre eux étaient ce qu'on appelle lukewarm en anglais, étaient un peu tièdes par rapport au vote. Donc il y avait quand même encore quelque chose à faire, il y avait quelque chose qui pouvait les motiver. Pour la facilité, parce qu'on parle évidemment à beaucoup de public, pour la facilité de la communication, on a traduit les enseignements de l'étude en persona, c'est-à-dire en groupe de personnes qui ont des comportements plutôt semblables. Donc on n'est pas parti d'un niveau d'engagement, on est parti vraiment d'un sentiment. Est-ce qu'on se sent abandonné? Est-ce qu'on se sent supporté? Ça nous semblait très important de partir d'un sentiment parce que c'est une génération qui, malgré qu'elle est pragmatique et rationnelle, est quand même très drivée par l'émotionnel. Alors, on a fait le portrait de Maeva. On l'a mis ici en France, mais elle pourrait être en Suède. C'est souvent plutôt des femmes qui se sentent plus abandonnées, des gens qui habitent plutôt dans des petites villes, donc pas complètement ruraux, ou pas dans des tout petits lieux, ni dans les toutes grandes villes. C'est plutôt des gens qui habitent dans un milieu urbain plus petit. Ce sont des gens qui passent évidemment, mais comme tous les jeunes, pas mal de temps sur TikTok, pas mal de temps dans le gaming, mais qui sont quand même aussi intéressés par le sport, qui essayent de se débrouiller, qui font plusieurs jobs et qui se débrouillent finalement pas si mal, mais ont l'impression de ne pas être valorisés pour ce qu'ils font. Donc si on voit effectivement dans les 6 pays qu'on a analysés, on voit que vous voyez qu'il y a 4 pays où le taux est au-dessus de 46%. Effectivement, pourquoi? Quelles sont les raisons de ce sentiment d'abandon? C'est surtout l'impression qu'on ne fait pas attention à eux, qu'on ne prend pas soin d'eux, et aussi très fortement qu'ils ne se sentent pas représentés. Effectivement, si on voit le Parlement européen, etc., ils n'ont pas l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes au sein du Parlement européen. Et c'est beaucoup plus important la représentation au sein de l'institution, le pouvoir, la voix qu'on peut avoir, encore qu'être présent sur les listes pour cette cible-ci. On va voir que pour les supporter, par exemple, la présence de jeunes candidats est plus importante. Donc ils n'ont pas l'impression qu'on défend leurs droits, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont représentés. Et ce qui est un peu effrayant, c'est qu'au niveau des émotions, l'émotion prédominante est l'indifférence. Donc quand on a une émotion négative ou qu'on a une émotion positive, on peut encore commencer un dialogue. L'indifférence est vraiment la pire des émotions vis-à-vis des institutions. On voit quand même qu'il y a du désespoir et qu'il y a quand même encore de l'espoir pour certains. On critique beaucoup, on voit ces chiffres pour l'Europe. Franchement, les gouvernements nationaux n'ont pas de meilleurs résultats. Finalement, les institutions européennes sont un peu les meilleures parmi les plus mauvaises. Si on leur demande, tiens, est-ce que vous êtes prêts à aller voter? Il y en a quand même une grosse partie qui se disent peut-être que j'irai voter. Je ne suis pas chaud, je ne suis pas super passionné, je ne suis pas super engagé, mais je ne suis pas tout à fait contre. Ça dépendra un peu du temps qu'il fait, ça dépendra de si mes parents y vont, ça dépendra de si j'ai une activité un peu plus intéressante à faire. Ce jour-là, ça dépendra de l'heure à laquelle je me réveille, de plein de facteurs, mais on n'est pas du tout dans une configuration où ils sont contre. Donc ça, c'est quand même un élément majeur qui est très important et qui nous a quand même rempli d'espoir.
Alors, qu'est-ce qui pourrait augmenter leur motivation à aller voter? Et il y avait énormément de motivations. Ici, on a pris vraiment les motivations les plus prégnantes. Mais ça tourne quand même toujours autour de la proximité. Ça tourne sur le fait d'être compris. Ils ont vraiment l'impression qu'on leur parle un langage qu'ils ne comprennent pas, que tous les rapports avec les institutions sont difficiles, que quoi qu'ils veuillent faire, ben, il y a des obstacles et des obstacles et des obstacles. Ils attendent aussi une vision vraiment très 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 forte. Et on voit d'ailleurs en Europe malheureusement que des gens qui ont parfois une vision très forte, pas toujours très nuancée, etc., peuvent obtenir des succès. Bien entendu, il y a tout ce qui est les scandales, la corruption, ce que coûte l'Europe par rapport à ce qu'elle rapporte, etc., qui restent des points importants. Mais aussi, il y a quand même, c'est une génération pour laquelle le contenu est important. Et on va voir que si on touche à des thématiques qui les intéressent, ils vont être intéressés. Bien entendu, tout ce qui tourne autour du climat, tout ce qui tourne autour de l'argent, du budget, de comment ils peuvent survivre, de l'inflation, des frais scolaires, de comment manger, de comment se loger. Tout ça est évidemment d'une importance capitale. Et on le voit dans nos autres études, cette liberté de s'autodéfinir et de l'autotranscendance qu'on retrouve un peu dans la pyramide de Maslow est quelque chose d'extrêmement important pour les abandonnés comme pour les gens qui se sentent supportés. Tout ce qui tourne autour des égalités, des inégalités, reste quelque chose de crucial. Donc on peut les attirer par des contenus, plus que par des idéologies collectives, je dirais. Alors, dans leur perception du Parlement européen, et ça, il faut vraiment faire cette différence. Parce que très souvent, quand on dit, tiens, oui, ils trouvent que le Parlement européen ne défend que les migrants et que les réfugiés, on a l'impression qu'ils sont racistes. Il faut vraiment faire la nuance. Ils sont pour l'égalité, ils sont pour une société sans discrimination, mais ils ont l'impression d'être discriminés, eux, par rapport à tous les efforts qu'on fait par rapport aux migrants. C'est deux choses différentes et qui sont très souvent confondues dans les discours publics. Ils ont aussi l'impression qu'on les regarde un peu de haut, que les gens ordinaires, les gens... ils ont l'impression que dans les assemblées européennes et même dans les assemblées nationales, ce n'est pas des gens comme eux qui sont présents. Ils ont aussi l'impression, évidemment, que le Parlement européen prend ses ordres du monde financier, que ça, c'est quelque chose de beaucoup trop prégnant et que les élites en font un peu à leur guise, à leur volonté. Et c'est quelque chose qui est... très contre-productif, en fait. Par exemple, ils pensent que les gouvernements nationaux sont beaucoup plus efficaces sur l'emploi, mais les matières qu'ils accordent quand même, sur lesquelles ils accordent un vrai impact du Parlement européen, c'est évidemment tout ce qui touche au climat. Et là, on voit quand même que le Green Deal... malgré tout, on en a entendu parler, le climat est légitime pour le Parlement européen. On se rend bien compte aussi que les problèmes climatiques ne se ferment pas, ne s'arrêtent pas à nos frontières. Donc forcément, et ce sont aussi des problèmes qui demandent plus de temps. Et le temps d'action du Parlement européen est plus long que le temps d'action souvent des parlements nationaux ou locaux qui sont un peu plus drivés par un certain clientélisme. Ils sont très très intéressés aussi par tout ce qui est le cadrage autour de l'intelligence artificielle, savoir si ça va faire perdre des jobs, mais aussi savoir comment ça va être géré, comment ça va être cadré en Europe. Et c'est reconnu vraiment comme une matière sur laquelle le Parlement européen peut agir. Et l'inflation, ce qui est très important parce que ça fait partie de leur vie de tous les jours.
on a fait une analyse globale un peu et on a essayé de trouver un chemin qui pouvait aider les gens à se reconnecter et à ne pas se sentir abandonnés. Ce sont des gens qui vont d'abord commencer par moi. Donc, quelqu'un donnait un exemple, un créatif donnait un exemple qui était assez marquant. Il disait un jour, quelqu'un nous avait demandé de communiquer autour d'un nouveau centre commercial, éducatif, etc. Et en fait, la seule chose qui manquait pour que les gens y aillent, c'est un pont. Et on a dit, au lieu de communiquer, on va d'abord faire un pont, et puis on va communiquer sur le pont, qui est quelque chose de concret, qui est quelque chose qui apporte un bénéfice aux gens dans leur vie de tous les jours. Donc il faut bien se rendre compte qu'ils sont plutôt dans une logique individualiste, sur moi, mes espoirs, mes craintes, mes peurs, mes challenges, mais aussi mes contenus. Et l'Europe traite de contenus qui les intéressent. Donc il y a quand même des ponts qui peuvent se faire. Deuxième chose, ils vont avoir beaucoup, beaucoup plus confiance dans leur entourage que dans les médias, que dans les politiques. On l'a vu par exemple en France, quand il y a eu des mouvements de violence, l'importance des maires qui ont vraiment été les premières à agir. Pourquoi ? Ce sont des gens qui font partie de mon entourage, en qui je fais confiance. Aussi, ce sont des gens, ils ne vont pas aller vers vous, ils ne vont pas aller vers les institutions. Donc les institutions doivent aller vers elles, que ce soit dans leur vie réelle ou que ce soit dans leur vie virtuelle. Effectivement, on l'a vu par exemple aux États-Unis, quand Taylor Swift a appelé à voter, on a vu une recrudescence du nombre d'inscriptions au vote. On a vu de nouveau pendant la violence en France que Kylian Mbappé est intervenu et a été écouté. On voit aussi que les sportifs et les gens de l'entertainment n'ont plus peur de prendre des positions politiques, ça ne les gêne vraiment pas. Donc ce sont des gens qui vont être beaucoup plus sensibles au fait qu'on vienne vers eux, que ce soit dans leur vie virtuelle, dans leur vie réelle. Et puis finalement, mais c'est presque la quatrième étape, ils veulent quand même qu'on donne un sens à leur monde. Ils veulent aussi savoir cette place de l'Europe, l'Europe qui est décriée par tout le monde, par les Russes, les Chinois, même par les Américains, les Anglais, etc. Mais qu'est-ce que l'Europe veut ? Quelle sera la place de l'Europe ? Et by the way, quelle sera ma place à moi ? Puisque finalement, si l'Europe n'a pas de place, je n'aurai pas de place moi-même. On est aussi allé voir, mais là je suis sûre que vous vous y connaissez 10 000 fois mieux que nous, donc c'est un peu prétentieux ce qu'on a fait. Mais on s'est dit, tiens, allons voir un peu comment les extrêmes se comportent et comment ils répondent à ça. Mais c'est sûr que quand on est dans une communication de partis plus populistes et plus extrêmes, ils ne vont pas parler de chiffres, ils ne vont pas faire du data dump, ils vont vraiment parler aux émotions, à ce qui touche les gens de manière forte. Et effectivement, ils font tout pour avoir l'air d'être one of us, que ce soit au travers de chats, au travers de choses de la vie quotidienne, etc., ou en se faisant appeler par leur prénom plutôt que par leur nom. Mais aussi, par exemple, sur Twitch, on voit bien que c'est une relation beaucoup plus réciproque. Il y a beaucoup plus d'interactions que normalement. Donc c'est quelque chose qui est fort employé. Les médias comme TikTok, etc., sont également fort employés. Et aussi, ils s'arrangent toujours pour être très mémorables, pour avoir des images de leur adversaire, des images de ce qu'ils promettent, qui sont vraiment des images très concrètes et des images qui frappent vraiment l'imagination. Et puis, ils donnent quand même à tous ces gens qui se sentent un peu décalés, qui se sentent abandonnés, ils les valorisent d'une certaine façon. Et il valorise aussi le pays dans lequel il se trouve et, by the way, l'Europe.
Donc voilà, c'est un peu les conclusions qu'on a pu tirer d'une très large étude sur laquelle il y a 40 000 croisements, etc. Donc c'est un peu à la hache, mais voilà, c'est un peu les enseignements majeurs. Bien, merci beaucoup, Martine, déjà pour... je pense que pour avoir balisé aussi la discussion, et on reviendra bien sûr sur, je pense, certains éléments présents dans cette... des éléments qui ont été mis en évidence par cette étude. Je vais me tourner maintenant d'abord vers Mara Greminger, puisqu'on a parlé des jeunes soutenus ou supportés. Je ne sais pas quelle est la traduction que vous avez finalement... Donc, comme on l'a toujours présenté en anglais, ils sont restés supported, les supported. Et donc, en tant que présidente des jeunes fédéralistes européens pour la Belgique, je suppose que des organisations comme la vôtre, justement, recherchent, ou en tout cas veulent inspirer une participation active des jeunes dans la politique européenne, et contrer éventuellement ce désintérêt ou cette centration sur peut-être des préoccupations très, très intimes, très, très personnelles. Et la question est en fait très, très simple. Comment vous y prenez pour intéresser les jeunes? Et puis peut-être un mot aussi sur votre parcours personnel. Ce serait intéressant de voir ce qui vous a motivé à rejoindre les jeunes fédéralistes européens. Merci déjà pour la question et merci pour votre présentation. J'ai très apprécié. J'ai un peu préparé aussi des informations, bien sûr. D'abord, je veux bien ajouter quelques informations parce qu'en fait, ça tombe extrêmement bien, cette masterclass. Nous, les jeunes européens fédéralistes, Europe, enfin, on est fédéral, du coup, on a un niveau local, régional, national et européen. Et Jeff Europe a aussi fait une recherche ensemble avec OBESU. Et on a aussi demandé à des jeunes européens, c'était environ 2000, et il y en avait 33% de first-time voters. Et on a presque les mêmes constats. Du coup, ce n'est pas seulement votre étude qui montre cette image-là, mais aussi la nôtre. On est allé un peu plus encore dans les détails. Enfin, l'étude elle est très très grande. Et du coup, on a constaté que plus que la moitié qui ne va pas aller voter croit quand même dans la démocratie et voit une importance du vote. Du coup, on a cette mismatch, ce décalage entre oui, on croit dans la démocratie en théorie, et oui, on constate que notre vote a une importance, mais au final, la démocratie en pratique ne se fait pas. C'est un constat extrêmement intéressant d'un côté de la recherche et en même temps inquiétant, bien sûr, parce que du coup, on ne doit pas tellement convaincre les jeunes de s'intéresser ou de croire dans la démocratie, mais vraiment les motiver à aller voter, à vraiment prendre action, à faire et à participer dans notre démocratie, surtout au niveau européen. Et voilà comment on peut motiver, intéresser les autres jeunes. C'est une très bonne question. Je crois que les youth organizations comme Jeff, enfin les jeunes européens fédéralistes, jouent un grand rôle dans cela. Et c'est vraiment un bon moment parce qu'on avait justement un week-end, le dernier week-end, à Namur. On passait 3 jours ensemble. On avait une quarantaine de jeunes. On avait un débat, un panel discussion, justement aussi, c'est quoi les enjeux importants des jeunes dans les élections européennes, mais aussi on avait des workshops, et là on avait des workshops sur les questions, ok, comment on peut motiver, intéresser les autres jeunes, comment on peut déjà expliquer aussi l'Union européenne et le vote aux autres. Enfin, nous, on appelle ça ce projet Europe at School. On va aller dans des écoles ou même dans les collèges, les lycées, etc., pour d'abord expliquer l'Union européenne et ce que l'Union européenne fait,
les projets, les activités, etc. etc. Et pour ça, nous, on est un peu comme les multiplicateurs. Et cela a été aussi montré par notre étude, parce que, comme dans votre étude, c'est pas forcément les émotions, mais surtout c'est qui manque pour les survey respondents, c'était surtout les informations. C'était des questions très pratiques, très banales, qu'ils n'ont pas eues. Et du coup, je crois que c'est très important que nous, en tant que Youth Organization, on a des multiplicateurs et on va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on leur explique c'est quoi l'Union européenne, pourquoi c'est important de voter, et pas seulement s'intéresser, mais vraiment aller participer dans notre démocratie, parce que d'un côté, il y a les élections, mais il y a plein d'autres moyens pour participer dans la démocratie, et surtout aussi au niveau européen. Je ne sais pas, peut-être on peut en revenir sur cela plus tard. Et voilà aussi, pendant ce week-end, on parlait un peu de fake news. Je crois que c'est aussi très important de parler de ça. How to debunk fake news, comment défaire des mythes, des fake news sur l'Union européenne. Parce que, ok, peut-être ils ont l'information basique sur l'Union européenne et comment on peut aller voter, mais il y a pas mal de fake news, il y a pas mal de mythes, et du coup, faut vraiment être résistant ou bien savoir comment on peut les défaire. Et je crois que c'est un peu notre rôle en tant que Youth Organization, mais bien sûr aussi le rôle des médias, de la communication, des institutions, d'éducation en général, les professeurs, etc. Et en général, des moments comme des week-ends comme ça, on passe 3 jours ensemble, on se connaît à la fin, on est comme une famille à la fin. On a un motto dans Jeff Belgique, on dit First you join for Europe and at the end you stay for friends. Et en fait, peut-être ça sound cringe, mais en fait c'est la vérité. Moi, ce que j'observe, et dans mon cas c'est la vérité. Et du coup, c'est aussi un peu ça, vraiment de vivre cette European spirit et de comprendre, ok, je suis déjà intéressée à l'Union européenne, à la politique, etc. Mais j'ai peut-être pas assez d'informations. Du coup, nous, on peut donner les informations et en même temps, on va avoir une expérience géniale. On vit un moment ensemble, plein de European spirit. On partage des moments, on partage nos expériences, on a des points de vue différents, et je crois que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas laisser à côté. Et pourquoi moi j'ai un European spirit? J'avais 16 ans. J'ai participé à une simulation de European Parliament. C'était pas du tout prévu dans mon concours classique, mais c'était en dehors. J'ai fait pas mal des efforts pour y participer. Là, en fait, j'ai ressenti une sorte de discrimination parce que j'étais une femme. Et du coup, je me suis dit, je veux bien changer cela. Et pour ça, là, j'ai décidé de commencer de faire des études à Sciences Po et de m'engager aussi à côté, de soutenir tout le monde qui veut s'engager, qui veut prendre et faire des actions et des activités et qui veut participer. Merci beaucoup. Et alors je vois que François a pris énormément de notes. Il est en train de préparer son prochain livre. Il y en a déjà 2 qui sont en vente derrière, donc je fais un peu de promo, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'on a vu effectivement d'abord dans le témoignage bien sûr de Mara, et puis également dans cette étude. Tu as également lancé une plateforme de debunking en fait, donc c'est intéressant de voir effectivement que des termes, des mots doivent parfois être d'abord compris avant de véritablement se lancer dans ce travail de socialisation également à la question européenne, notamment le terme démocratie. Je pense que tu as consacré un de tes podcasts à cette question-là. Donc peut-être
revenir un peu sur l'initiative, puisque tu es professeur, tu enseignes, enfin, des étudiants devant toi, et pourtant, dans ton temps libre, tu t'amuses à faire une sorte de contre-enseignement avec peut-être un format différent. Est-ce que c'est lié aussi à un constat que ces questions très, très, très épineuses, liées notamment à des concepts comme la démocratie, comme le populisme, ça demande peut-être un autre regard, de s'attaquer à ces concepts avec peut-être d'autres outils. Et puis peut-être aussi revenir sur quelques éléments qui ont été discutés, notamment la question peut-être qui touche plutôt les déconnectés, les switched off, ceux qui se sentent moins concernés. Comment les ramener, justement, comme l'a expliqué Mara, comment les ramener un petit peu dans cette discussion plus ouverte sur leur engagement et sur ce qu'il y a pour eux dans ce projet européen. Ok, super, ça suit ce que j'ai noté. Donc, voilà. Donc l'idée de Popex, elle est venue également en fait de différentes rencontres. Donc comme tu l'as dit, j'enseigne, mais j'ai aussi fait une recherche et c'est intéressant parce que nos 3 recherches apparemment disent la même chose, ce qui est bon signe. C'est en fait, je suis allé rencontrer des professeurs d'histoire, de français, des professeurs de sciences sociales dans des écoles secondaires, pour leur poser la question de savoir comment est-ce que les jeunes en classe parlaient de l'extrémisme, parlaient de la politique, comment ils se représentaient les institutions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une double interrogation. Il y a le positionnement des professeurs qui, pour certains, pas tous, se sentent démunis et en manque d'outils. Des professeurs d'histoire qui doivent enseigner, par exemple, la Belgique fédérale, qui doivent réagir à certains élèves qui leur posent la question « Tiens, c'est une personnalité d'extrême droite qui a pris le pouvoir en Italie, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences, etc. » Et les professeurs, certains en tout cas, sont démunis par rapport à ces sujets d'actualité, se cachent à travers le terme d'extrémisme beaucoup derrière le passé et l'histoire, parce que ça, on ne peut pas la discuter, on ne peut pas la remettre en cause. Et en fait, sur des questions d'actualité politique, ils sont très méfiants de donner leur positionnement et d'avoir des parents d'élèves qui vont se plaindre que le prof a quitté sa neutralité, etc. Donc il y a des questions politiques comme ça auxquelles ils sont confrontés en classe et ils n'ont pas toujours les moyens ou le temps ou parfois les possibilités pratiques, puisqu'avec des classes de 30 élèves, comment parler politique et faire dialoguer tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, donc, j'ai également organisé des tables de discussion avec des jeunes dans des classes où on a parlé un peu liberté d'expression, politique, parti, vote, etc. Je leur ai demandé s'ils se réjouissaient d'aller voter l'année prochaine. Non. Ils ne se réjouissent pas spécialement. Et donc, en fait, est venue l'idée de, tiens, il y a des professeurs qui ont une demande vis-à-vis de certains outils, mais peut-être pas des rapports de 600 pages, parce qu'ils n'ont pas le temps de les lire ou pas l'énergie de les lire. Et il y a des étudiants qui se posent plein de questions, des élèves qui se posent des questions, qui, quand j'animais des tables de discussion, m'ont dit, et ça m'a beaucoup touché, m'ont dit, donc ils ont 17 ans, ils m'ont dit, je suis vraiment content de ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la première fois qu'on me demandait mon avis politique. Et je me suis dit, à 17 ans, on a l'impression que c'est la première fois qu'on demande son avis politique, il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, mais avant de travailler, avant de débattre, il faut un peu définir. Moi-même, quand j'étais étudiant, je ne supportais pas le par cœur, mais avant de s'exprimer, il faut connaître certains concepts pour justement jouer sur ces concepts, échanger sur ces concepts. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Popex, de mettre en ligne des podcasts, des rencontres, des capsules thématiques, des sources d'informations qui peuvent être consultables par toutes et par tous. Et l'idée vient aussi et je trouvais ça très intéressant maintenant pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est cette partie de la recherche qui explique que que certains individus ne vont pas aller vers les institutions, il faut aller les chercher. Et moi, je me suis beaucoup rendu compte en discutant avec les jeunes que, par exemple, l'information, l'actualité, ils ne vont pas spécialement la chercher, mais elle leur tombe dessus dans leur fil d'actualité. Donc, ils suivent des pages, ils suivent des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des différents contenus en ligne, et en fait, l'information arrive à eux. Maintenant, ce qui est important à questionner, c'est quel type d'information arrive jusqu'à eux. Et toutes les études montrent qu'une information simple, avec une émotion forte, va être davantage mise en avant par les algorithmes. Pourquoi ? Parce qu'elle va beaucoup plus faire réagir. Et donc on a des contenus simples avec des émotions fortes, parfois une image spécifique qui va nous faire réagir, qui va nous faire commenter, qui va nous faire partager. Et donc ça va être repéré par l'algorithme et ça va monter dans le fil d'actualité de plusieurs personnes. On se rend compte qu'il y a des émotions qui sont plus fortes sur les réseaux sociaux. La colère, l'insécurité, l'injustice, ça fait énormément réagir. À l'inverse, et c'est triste à dire,
l'empathie, l'être humain et le cerveau humain, l'empathie, ça ne fait pas réagir sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une information qu'il faut apporter. Quel type d'information est amené jusqu'à ces individus ? Une certaine information qui joue sur les émotions et les discours simplistes. Et donc, on peut se poser la question du qui mobilise ce type d'information, qui produit ce type de contenu. On se retrouve devant des groupes qui peuvent être d'extrême droite ou populisme de droite. À titre d'exemple, en Belgique, le parti politique qui met le plus d'argent sur la table en publicité sur les réseaux sociaux, c'est le Vlaams Belang. Ne serait-ce que pour, il y a eu quelques mois, une manifestation à Bruxelles, c'est des milliers et des milliers d'euros qui ont été mis juste en publicité Facebook pour promouvoir la manifestation. Et ces partis d'extrême droite comprennent que l'on peut jouer sur un sentiment de proximité, et comme vous le disiez tout à l'heure, une proximité qui peut être à la fois verbale, on parle comme vous, on s'exprime comme vous, on n'est pas dans un verbiage compliqué, etc. On utilise des images simples, des images chocs, et parfois d'une façon faussement amateur, on utilise les réseaux sociaux ou les lives en direct pour donner un sentiment de proximité. Je suis comme vous, je m'exprime, je réagis directement, alors que derrière, il y a un service de communication. Le parti qui met le plus d'argent sur la table en publicité sur les réseaux sociaux, c'est le Vlaams Belang, mais c'est aussi intrinsèquement lié à une façon dont les partis d'extrême droite ont de se présenter. Un des premiers partis politiques d'extrême droite qui a une présence en ligne, c'est le Front National en France, qui a tout de suite compris qu'il fallait s'adresser directement aux personnes et qu'Internet permettait justement cette relation directe. On ne passe pas par les journalistes, on ne passe pas par les corps intermédiaires. Directement, les citoyens et les citoyennes et le parti politique. Je voudrais revenir peut-être sur un autre élément qui a été énoncé dans l'enquête et qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la jeunesse et la question du rejet du politique et du rejet des institutions. Moi, vis-à-vis de mes entretiens, je fais une distinction entre le politique et la politique. Il y a, quand je pose la question à mes étudiants aussi, hein, c'est pas que les jeunes que je rencontre, mes étudiants, quand je leur pose la question de comment ils se positionnent par rapport aux politiques, j'entends corruption, clientélisme, argent sur la table, ils s'en foutent de ce qu'on raconte, ils ne savent même pas qu'on existe, etc. Désintérêt total et complet. Les cours sur la Belgique fédérale, ça passe complètement au-dessus. Les partis politiques, je dis ça en toute sympathie parce que j'ai appris énormément de choses avec ces jeunes aussi, mais sur ce sujet-là, quand ils parlent des partis politiques, j'ai l'impression qu'ils me parlent d'équipes de football. C'est les bleus contre les rouges, les bleus ont perdu, etc. Maintenant, s'il y a un rejet du politique, au sens le politique, on peut le définir comme les institutions politiques, comme la charpente institutionnelle d'un État, je crois qu'il y a un réel intérêt pour la politique qu'on peut définir comme des enjeux de valeur, des enjeux sociétaux. Et tous mes entretiens montrent que les questions liées au climat, que les questions liées à la lutte contre les discriminations, que les questions liées à ce qu'on appelait dans l'enquête l'autodéfinition de soi, si j'ai bien noté, en fait, qui renvoie à la question du genre, la reconnaissance de sa personnalité dans le groupe, sont des sujets éminemment politiques et qui sont investis par les jeunes. Volonté de créer des potagers collectifs, volonté de féminiser les noms des classes, volonté de tirer au sort les délégués, etc. Alors, c'est intéressant parce que c'est relié aussi à cette idée du on part de moi, on part du local, et puis on peut petit à petit monter. Et je répondrai à ta question comme ça, comment reconnecter les jeunes, comment reconnecter certaines personnes aux politiques. Je pense qu'il faut partir, quand c'est le cas pour certains, des blessures ou des craintes des individus, ne pas entrer dans des grands débats pour qui tu vas voter, comment je me représente le monde, est-ce qu'il y a des complots ou pas, mais vraiment quelles sont les craintes, quelles sont les peurs de l'individu, comment on peut reconnecter, comment on peut dialoguer avec ces peurs ou ces craintes, comment on peut recréer du sens et petit à petit monter dans les échelons. Un exemple que je fais, et c'est pas du tout explicatif de comment fonctionne la société, moi j'ai des étudiants de Sciences Po, quand je leur demande qui ici a déjà lu un programme politique, j'ai 3 mains levées dans tout mon amphi. C'est des étudiants de sciences politiques, donc ils devraient être intéressés par la politique. Je leur dis, OK, qui a déjà lu un programme politique pour un parti dont il n'est pas un sympathisant ou un électeur ou un membre, etc. Et là, j'ai plus aucune main levée. Beaucoup votent en fonction du sourire, de la perception de l'empathie, le dynamisme, etc. Et ce que moi je leur propose de faire, c'est d'ici la fin de l'année, là ils vont devoir leur rendre bientôt, je leur propose en fait simplement, vous rencontrez un représentant politique local et vous me faites une interview d'une demi-heure. Simplement, vous rencontrez un représentant ou une représentante politique locale et vous discutez avec cette personne. Vous lui posez toutes les questions qui vont par la tête, vous me mettez ça par écrit et vous me le renvoyez. Et ça marche. J'ai des étudiants qui me disent, c'est fou,
moi j'ai rencontré un conseiller communal et il veut améliorer la ville. Ben oui. Ils veulent pas tous mettre de l'argent sous la table et détourner des fonds publics, etc. Et donc, en fait, c'est recréer du lien, les faire dialoguer, les faire rencontrer, parfois forcer un peu cette rencontre et essayer de quitter les débats institutionnels pour vraiment entrer dans du valoriel. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Comment est-ce qu'on peut reconnecter les jeunes au quotidien? C'est une piste, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Donc j'ai noté un site de rencontre, une sorte de Tinder politique, rencontre ton élu. Pourquoi pas, en fait? On va donner l'idée. Je pense que Marty voulait rebondir peut-être sur un point. Non, je suis tout à fait d'accord. On a vu que, par exemple, ceux qui se sentent supportés par l'Europe, ils vont à la recherche de l'information. Les autres la reçoivent par les canaux, réseaux sociaux les plus... Ils ne font aucune recherche eux-mêmes. Et je suis tout à fait d'accord que, en fait, ils s'intéressent aux faits politiques au sens large, mais ils ne s'intéressent plus aux institutions qui sont derrière. Donc ils ne sont pas contre la démocratie, ils ne sont pas contre la politique, parce que beaucoup de sujets dont ils traitent même à l'école et tout ça sont des sujets hautement politiques. Mais eux ne le voient pas comme ça, ils ne le voient pas comme un sujet politique. Mais bon, c'est plutôt encourageant, parce qu'il y a moyen, grâce à du contenu, de les rattraper. Moi, j'ai une petite question, et après, je pense on a déjà des retours de Twitch, mais petite question peut-être à François et en fait à tous les trois. Tu parlais de l'argent que mettaient notamment West-Belang et les autres partis radicaux. En fait, sont-ils simplement meilleurs pour attirer les jeunes? Est-ce que, ok, on peut regretter le fait qu'ils soient si présents ou qu'ils mettent autant d'argent sur les réseaux sociaux, mais ont-ils compris ce que d'autres formations politiques n'ont pas compris? Est-ce que c'est un modèle à suivre? Alors, je ne dis pas que pour gagner les élections, il faut imiter les extrêmes. Pas du tout. Mais il y a en fait il y a de la part de certains partis d'extrême droite, en tout cas, un travail et une réflexion qui a été menée sur le fonctionnement des réseaux sociaux, les outils, comment est-ce qu'ils communiquent. Et alors, c'est dans l'identité même de ces partis d'essayer de directement s'adresser aux électeurs. Donc on va réutiliser ces canaux. Et alors, d'une autre façon aussi, ils sont forcés de le faire. En Belgique francophone, il y a un cordon sanitaire. Donc si on veut toucher l'électeur, il faut directement s'adresser à lui sans passer par les médias. Donc il y a un travail qui est fait de la part de ces partis. Il y a une volonté de se présenter. Moi, quand je suis confronté à certaines publicités des jeunesses du Vlaams-Belang, j'ai l'impression que je pourrais mettre mes enfants là-bas en stage d'été. Ça a l'air sympa. Ils ont une façon de se présenter jeune, dynamique. On sort, on fait des stages d'été. On n'est pas du tout dans le côté costume cravate au milieu des institutions. Je vous présente un budget sur un dossier Excel, etc. Donc il y a une façon de se présenter qui est très travaillée, qui est très mise en lumière autour de certaines personnalités aussi. Il y a pas mal d'enquêtes qui montrent que les jeunes se désintéressent de plus en plus de l'idée du parti, mais se reconnaissent dans des individus, dans des figures qui sont également aussi très investies par ces partis. Il y a une façon de se présenter sur les réseaux sociaux, il y a une façon de s'exprimer. Moi, je connais certains responsables politiques, je viens de Liège, donc je connais certains responsables politiques liégeois. Quand je leur parle en tête-à-tête, ils s'expriment parfaitement, et quand ils sont devant les électeurs, ils ont un accent liégeois à couper au couteau. C'est pas neutre non plus, c'est une façon aussi de créer un sentiment de commun et de proximité. Donc les partis d'extrême droite l'ont compris, et après, il y a aussi cette logique qui est les algorithmes et le fonctionnement des réseaux sociaux, qui en fait, l'algorithme n'est pas d'extrême droite. C'est une capsule que j'ai sur Popex d'ailleurs. Les algorithmes sont-ils d'extrême droite? Alors, j'y réponds et donc je vends la mèche, mais l'algorithme n'est pas d'extrême droite, mais il y a des mécanismes qui vont mettre en avant certains types de contenus. Et donc le contenu simpliste qui joue sur les émotions, la colère, la frustration, l'insécurité, monte beaucoup plus vite que ce qui joue sur le bien-être, le bonheur, l'empathie, etc., etc. Donc évidemment, on est plus rapidement sur les réseaux sociaux confronté à un contenu de droite ou d'extrême droite qu'à un contenu de gauche ou d'extrême gauche. Et là, c'est peut-être une question à se poser. Est-ce que certains partis de gauche ne doivent pas aussi réinvestir un milieu qui est souvent délaissé pour un côté c'est du simplisme, c'est de la démagogie, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire de la communication politique sur les réseaux sociaux sans sombrer dans de la démagogie. Et justement, Mara, avec les jeunes européens fédéralistes, est-ce que vous vous inspirez ou alors est-ce que vous vous intéressez à ces stratégies de communication un peu plus punchy, un peu plus musclées sur les réseaux sociaux pour
simplement peut-être aussi pour passer le seuil de l'indifférence et peut-être être repris par les algorithmes qui, on a bien compris, ne sont pas d'extrême droite. Merci pour la question et merci pour l'intervention. D'abord, on fait notre mieux. Enfin, je ne l'ai pas évoqué avant, mais on est des volontaires. Du coup, c'est comme un bénévolat, on ne fait pas ça à plein temps et on n'est pas payé. Du coup, on fait toujours notre mieux, mais oui, bien sûr, on essaye de vraiment simplifier nos contenus aussi sur social media, etc. Et ça fait... Enfin, moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer d'autres gens aussi un peu dehors de European Bubble. Et du coup, c'est très important de toujours partager aussi dans le network, etc. J'ai apprécié votre recherche et votre intervention parce qu'en fait, ça nous donne un peu de raison pour être, parce que quand vous dites les professeurs ne se sentent pas assez équipés, il y a nous qui peuvent vraiment intervenir et proposer justement au collège, au lycée, une sorte de cours vite fait lecture sur l'Union européenne ou même sur un sujet en spécial. On est là pour cela, entre autres. Et en même temps, quand vous dites aussi, il y a des élèves, et c'est leur première fois qu'on les demande leur avis politique. Je crois que YEF et d'autres youth organizations, justement, donnent cette safe space de vraiment pouvoir exprimer son opinion politique, mais aussi de le débattre, de se débattre, de discuter, de forger un peu son opinion et de vraiment aussi stand up pour son opinion. Et je crois que c'est plus facile de le faire dans un groupe où on se sent un peu familier, où on se connaît, où on partage les mêmes valeurs, etc., que vraiment sur un panel ou avec les gens qu'on ne connaît pas. Du coup, je ne veux pas faire trop de promotion pour la YEF, mais en général, je veux bien faire la promotion pour toutes les organisations de jeunesse. Il y a plein d'autres, comme le Youth Forum. Vraiment, il y a plein d'autres organisations et c'est vraiment chouette de participer. Ou même, il ne faut pas participer activement. Vous n'êtes pas forcé à organiser le prochain week-end. Hein. Je ne veux pas dire ça, mais déjà de juste participer une fois, de venir, de nous rencontrer, de débattre avec nous, ça apporte quelque chose à vous et ça nous apporte aussi quelque chose parce que peut-être on peut apprendre quelque chose de votre point de vue ou de vos soucis, de vos peurs et ça nous fait évaluer dans les deux sens. Et bien sûr, on fait toujours notre mieux, mais aussi le feedback, c'est vraiment apprécié. Merci. Alors, il est temps maintenant, ça avance, hein, des tunnels de professeurs. On a déjà quelques questions. Alors, moi, ce que je propose, c'est je lance les questions, et donc si quelqu'un veut intervenir et répondre, donc des questions qui nous viennent de Twitch. Et je pense qu'il est temps déjà peut-être aussi éventuellement de prendre des questions dans le public, donc faire circuler le micro. Alors, il y a une question qui nous vient donc de Twitch. Est-ce que l'Union européenne ne devrait pas, tu l'as abordé déjà, se tourner vers des personnalités publiques pour promouvoir son image ? Alors, il n'y a pas de précision sur le type de personnalité dont il s'agit, mais est-ce que finalement, cette incarnation, c'est éventuellement une solution pour intéresser les jeunes à la politique, en tout cas aux questions liées à l'Union européenne? Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, Martine ? Je pense que ça peut être une solution. Effectivement, on voit qu'on cherche des gens qui ont une vision forte, qui ont une personnalité forte. Avec là, je laisserai plutôt la parole aux gens qui ont plus d'expérience politique, aussi les aléas de personnalité forte sur le long terme. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur... Non. C'est une question qui est compliquée à répondre, puisque à certains moments, on veut plus d'incarnation. Et par exemple, en Belgique, moi, l'étape de discussion que j'ai fait avec les jeunes, ils m'expliquaient que la Belgique fédérale, c'était trop compliqué et qu'au moins en France, on savait identifier 2, 3 ou 4 personnalités et que ces personnalités incarnaient un programme, incarnaient un parti, incarnaient des enjeux. Et donc, on était pour ou contre certains types de personnalités. Maintenant, à mon avis, j'ai pas fait
j'ai pas fait ce travail-là, mais ce serait intéressant de demander à comment certains Français se positionnent, et peut-être que eux justement considèrent que le président français incarne beaucoup trop une certaine personnalité surreprésentée, etc., et qu'il faut plus de discussion, plus d'ouverture, etc. Donc c'est toujours, je crois, des équilibres avec la question à se poser: quel type de personnalité pour incarner quel type de programme ou quel type de discours. Moi, je crois que, en tout cas, au vu des dernières années, on a quand même une Commission européenne qui est de plus en plus incarnée dans sa présidente, et on a aussi certaines figures qui essayent d'émerger, le président du Conseil, etc. On a quelques personnalités qui émergent, mais aussi, je crois qu'il y a une difficulté avec l'Union européenne, c'est que finalement, l'Union européenne, c'est une somme d'élections nationales. Et donc chaque pays envoie des représentants nationaux au sein de l'Union européenne, et finalement on vote pour des représentants nationaux qui vont aller au sein de l'Union européenne. Et donc il y a une espèce de saut qui doit être fait, et donc une perte aussi de repères pour l'Union européenne et d'existence pour l'Union européenne. C'est plutôt finalement des débats nationaux qui vont être projetés sur l'Union européenne, et je pense que là il y a aussi peut-être tout un débat à avoir et des questions à avoir sur le vote et la façon dont le Parlement européen doit être représenté et désigné. Je vais juste vite faire rebondir sur cela, mais du coup, tu parles justement des listes transnationales. Et parce que là, on a des listes nationales, mais on a un Spitzenkandidatensystem. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme. C'est un terme allemand parce qu'en fait, c'est un principe très allemand, c'est-à-dire de désigner un candidat comme tête de liste. Et celui, il va représenter la liste. Et du coup, par exemple, on avait Timmermans, on avait Manfred Weber, etc. Et normalement, c'est pas écrit dans les traités. Hein. Peut-être ça va changer avec la réforme, mais là, c'est pas écrit dans les traités. C'est juste un compromis, intraconstitutionnel, que le Spitzenkandidat, la tête de liste, va être la présidente de la Commission européenne. Ça a très bien marché avec Juncker. Il a été Spitzenkandidat, il a été sur la tête de liste, mais ça n'a pas marché avec Ursula von der Leyen. Ça a été un sujet énorme en Allemagne, parce que évidemment, c'est un sujet très allemand. Et voilà, c'est pas du tout un sujet dans les autres États membres. Et là, il y a ce problème on a une différence nationale déjà. On a ce système de Spitzenkandidat. En soi, on a des personnes, des têtes de liste qu'on peut élire, voter pour, sauf qu'ils ne sont pas très connus parce que on n'a pas, par exemple, de prime time pour les candidats comme aux États-Unis. Moi, je n'ai jamais vu à 8h le soir qu'il y ait un débat entre Manfred Weber et entre Timmermans pour upfront les élections. Et je crois que ça ne va pas changer pour les prochaines élections, mais on peut déjà peut-être anticiper les élections après pour changer cela. Et du coup, en fait, c'est vraiment important d'avoir des listes transnationales, parce que même si on a les têtes des listes, s'ils ne sont pas connus et si les citoyens ne savent pas qui sont ces personnes, ça ne sert à rien d'avoir ce compromis interinstitutionnel. Et il faut avoir des... moi, je suis convaincue qu'il faut vraiment avoir des personnages qui incarnent un peu l'Union européenne et aussi avoir plus de public, du coup, c'est-à-dire qu'il y a un prime time, qu'il y a des débats dans les médias nationaux et pas seulement sur Arte, par exemple. Ou sur Euronews. Voilà, ou Euractiv. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le public. Alors je reprends vite pendant que vous préparez vos questions. J'ai plusieurs questions toujours sur la plateforme Twitch. Alors, c'est vrai, on parlait tout à l'heure du safe space pour les Européens, pour les jeunes, pour se retrouver, justement, de parler des questions qui les concernent. Alors, il y a une question sur Twitch qui nous demande, comment, finalement, reconnecter les jeunes à l'Europe quand les jeunes sont déjà clivés, en quelque sorte, à l'échelle nationale. Donc, effectivement, on peut créer un safe space entre jeunes européens fédéralistes, mais est-ce qu'on peut imaginer aussi une sorte d'agora, mais qui comprendrait peut-être d'autres valeurs
que celle que, par exemple, vous incarnez. Et Martine, je pense, parlait aussi de la question migratoire qui revient dans les switched off, donc chez les déconnectés. Mais qui revient aussi chez les supporters. Et qui revient chez les supporters. Donc là, on voit que, et tu parlais aussi de toute une série de valeurs concernant l'identité, les questions finalement plus subjectives par rapport aux genres, etc. Mais on voit aussi qu'il y a un clivage parmi les jeunes. Tu parlais du Vlaams Belang. On a vu en 2019 que le Vlaams Belang a scoré chez les jeunes, donc a vraiment cartonné. Là, on s'attendait à une vague verte post-Greta. Donc voilà, donc pour reprendre cette question, comment faire exister ce débat entre jeunes au niveau européen, alors qu'effectivement, à l'échelle nationale, les jeunesses ont déjà aussi, en quelque sorte, choisi un camp. Allez-y. Martine, peut-être Moi, je voulais simplement parler d'une initiative que j'avais trouvée exceptionnelle et qui n'était pas dédiée vers les jeunes. Mais le journal de Standard en Belgique a rassemblé des gens en duo qui avaient des opinions très différentes sur un sujet. Ça pouvait être le voile, ça pouvait être l'environnement, ça pouvait être... Et ça a été très, très intéressant parce qu'à la sortie de leur discussion, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup plus en commun qu'ils n'avaient de différence. Et j'ai l'impression qu'on doit effectivement oser le débat et qu'il n'y a pas de place pour le débat. Et comme il n'y a pas de place pour le débat, les gens qui sont un peu au centre de ça, et c'est la grande majorité qui se retrouve au centre, peuvent se faire facilement entraîner d'un côté ou de l'autre parce qu'ils ne trouvent pas de voix, ils ne trouvent pas de lieu où s'exprimer. Voilà, c'est Merci. Une petite contribution. Je ne sais pas si vous voulez réagir éventuellement à cette... Oui. On s'appelle peut-être Jeunes Européens Fédéralisme, mais on ne parle pas seulement du fédéralisme. On parle bien sûr aussi d'autres sujets. Du coup, je crois que le nom, c'est plutôt la conviction. Mais ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à se débattre sur le fédéralisme. Je sais que YAF Europe a organisé un débat en ligne sur le conflit israélo-palestinien le dimanche passé. Et on a plein d'autres sujets. On a aussi des résolutions. On fait vraiment du travail, du policy. Et sur les débats, peut-être je peux ajouter quelque chose. Il y avait la conférence sur le futur de l'Union européenne. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ce mot-là, parce que ce n'était pas très connu à la fin. Mais en soi, c'était une idée qui était bien partie. C'est une idée de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil, du coup les trois ensemble. Et ils ont lancé un grand débat sur l'Union européenne, sur le futur et surtout sur quelques enjeux, les grands enjeux de notre temps. Et là, pour la première fois, c'était un peu la démocratie participative au niveau européen. Et on a maintenant, ça s'est passé déjà en 2021, mais maintenant, on a les citizen panels au niveau européen aussi. Ça s'est établi. Il y avait déjà 3 citizen panels cette année. Il y avait un sur food waste, par exemple. Et du coup, là, l'Union européenne demande, du coup, pas seulement les jeunes, mais à tous ces citoyens de participer, de prendre la parole et de débattre sur les grands enjeux. Et je trouve que c'est déjà un premier pas. On va le dire comme ça. C'est encore dans les pas de bébé que ça avance. C'est pas très rapide, mais je crois que c'est déjà un premier pas et une première étape. Et pour cela, c'est vraiment aussi important que nous, on participe et on donne un feedback sur ça. Et on apprécie déjà ce premier pas. Je ne sais pas s'il y a une question dans... Oui, alors il y a deux... peut-être le micro. On va prendre 2 questions du public, comme ça. Oui. Donc moi, j'avais une petite question pour vous. Donc ici, en Belgique, on va avoir du coup, pour les jeunes de 16 ans la possibilité de voter pour l'Europe, aux élections européennes.
voilà, enfin, moi je fais des études en communication, donc je me suis permise un peu d'aller voir sur votre compte Instagram. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression d'être déconnecté de ces jeunes de 16 ans? Parce que ces jeunes, pour la plupart, n'ont peut-être et sûrement pas déjà eu des cours sur le système fédéral belge. Et on va aller leur demander de voter à l'Europe, alors qu'ils ne sont même pas, on va dire, réellement informés sur le système belge. On va directement les confronter à l'Europe. Et quand on regarde sur votre compte Instagram, la première chose qu'on voit sur la dernière publication, je pense que c'était le voyage en Espagne, si je ne me trompe pas, ou non, c'était à Namur. Vous parlez en anglais. Mais est-ce que, déjà, le langage que vous utilisez, vous pensez, est approprié à ces jeunes? Est-ce que les thématiques que, du coup, vous développez au sein de Jeff sont aussi de façon à les concerner? Enfin, quelle est la position de Jeff par rapport à ça? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour essayer de les politiser? Parce que la plupart sont dépolitisés, je pense, et j'en suis même quasiment certaine. Donc voilà. Ok. D'abord sur la question de la langue, normalement les stories se font aussi en français et on essaye aussi de traduire en Dutch si possible. On n'a pas trop de Dutch speakers dans notre board, du coup ça c'est un peu plus difficile. Mais en français normalement c'est donné. Bien sûr là le dernier post, le texte c'était en anglais, mais après, il y a le bouton traduction. Du coup, je crois que ça va aller. Normalement, dès qu'il y a des informations, on essaye de faire 2 posts. Le premier est en anglais, le deuxième est en français, et si possible, le troisième en Dutch. Et oui, bien sûr, les jeunes de 16 ans, oui, moi, j'ai plus 16 ans. C'est bon, j'ai terminé mes études. Et du coup, il y a quand même un décalage. Et on le sent, mais c'est pour cela on essaye vraiment d'aller dans les lycées, dans les collèges, etc. pour parler aux jeunes, parce que nous, on est quand même convaincus que nous, en tant que jeunes, enfin, je me considère quand même jeune, on peut encore mieux avoir l'attention des autres jeunes, même s'ils sont encore plus jeunes que nous, que la professeuse qui a 50 ans. Et on a quand même une manière différente d'expliquer l'Union européenne, de transmettre aussi l'Union européenne et les valeurs que quelqu'un qui n'a pas vécu aussi dans la pays, enfin jusqu'à 2 ans du coup, et dans une zone Schengen. Parce que pour moi, comme pour les 16 ans, et surtout comme vous, la plupart des visages que je vois ici, c'est une réalité. L'Union européenne, c'est plus une idée, c'est une réalité. Et je crois, nous, on a du coup une autre approche. Et même si j'ai presque 10 ans plus que le 16 ans, je crois l'approche reste quand même la même parce qu'on a la même réalité. Oui, peut-être une petite relance. Oui, voilà. Courte relance, courte réponse pour qu'on puisse avancer. Vous parlez d'une réalité qui est semblable, mais c'est quand même des jeunes de 16 ans, vous en avez du coup, je suppose, 26. Je pense que la réalité n'est pas semblable par rapport à une personne de 16 ans et par rapport à une personne de 26 ans. Je pense que les centres d'intérêt, les sujets de discussion sont totalement différents. C'était juste une réaction, je ne sais pas si... Mais du coup, il faut juste être à l'écoute. Okay. Nous, si on va dans les écoles ou si on fait des présentations, normalement, on ne fait pas un monologue. On demande aussi l'opinion, même si les gens sont 16 ans, on demande leur opinion. On pose des questions, on fait des quiz, etc. C'est ça que je veux dire avec une approche. On est vraiment à l'écoute. On ne va pas se mettre là-bas et juste expliquer l'Union européenne. Mais si ça t'intéresse plus, tu peux m'en parler aussi après. Et je peux te donner plus d'exemples. Il y a le recrutement qui s'annonce ici. Voilà. Pendant qu'on passe le micro à la prochaine question, c'est exactement ce que tu fais finalement, François. Tu parlais avec des jeunes de 17 ans, de 16 ans. Là, effectivement, pour la première fois dans certains États membres européens, ils vont pouvoir voter. Est-ce qu'ils sont équipés? Parce que finalement, la question, elle est pertinente. Est-ce qu'ils sont équipés
il n'y a pas des François Debras qui passent dans toutes les écoles de Belgique, donc je suppose qu'on se retrouve devant ces options absolument... Enfin, c'est quelque chose qui est quand même aussi impressionnant, je suppose, pour eux, et de se dire, voilà, à 16 ans, vous avez l'occasion, vous pouvez être écouté. Tu parlais de ça tout à l'heure. On leur pose la question, voilà, vous pensez quoi ? Quel est votre positionnement politique ? Voilà. Oui, c'est la question mais c'est une question qui revient de façon très récurrente. C'est est-ce qu'on doit mettre les pieds à l'étrier tout de suite ou est-ce qu'on doit apprendre la théorie ? Il y a deux approches. Hein. Soit on lit un livre sur quel muscle bouge quand on nage, ou soit on nous pousse dans l'eau et on voit si on arrive à nager. Je pense qu'il y a un réel besoin. Ça, c'est un point de vue plus personnel, donc je quitte le statut de l'analyse. Moi, je pense que je ne suis pas contre le droit de vote, aller voter à 16 ans. Et c'est ça que je te posais comme question. Je pense, s'il y a des gens sur Twitch qui sont des gens acharnés sur Google et qui peuvent poser la question, mais je pense que dans différents pays européens, il y a déjà des pays... Et alors, je peux me tromper, mais je pense qu'en Autriche, on peut déjà voter à 16 ans, etc. Et donc, en fait, la question, c'est pas tant... à quel âge, comment, etc. Mais c'est quelle pédagogie mettre en place, quelle action mettre en place pour que ce vote soit, entre guillemets, le plus éclairé possible ou le mieux informé. Parce que cette idée qu'ils ne sont pas éduqués, donc en fait on ne va pas leur donner le droit de vote, je pense que c'est aussi dans l'autre sens. C'est en votant qu'on se rend compte de certaines préoccupations, c'est en s'informant qu'on se rend compte de la réalité qu'il y a derrière, c'est en se disant qu'on doit voter et qu'on va s'informer, enfin j'espère, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en fait on crée une pratique et on crée une conscience aussi à travers le vote. C'est peut-être une des pistes aussi d'action, mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Donner le droit de vote, mais sans aucun encadrement, sans aucune aide, sans aucun espace de dialogue avant, ça n'a aucun sens. C'est un peu la même logique. Moi, par exemple, je suis très critique vis-à-vis des logiques référendaires. Cette idée du oui ou non, et puis c'est terminé. On retire en fait l'espace de débat, on retire l'information, on retire la nuance. Et je pense qu'à travers une sensibilisation, une rencontre avec différentes institutions, différentes personnes, on peut en fait ouvrir l'esprit, on peut faire dialoguer, et alors là le vote a du sens parce que le vote est le résultat d'un échange, d'un dialogue et d'une rencontre entre différentes personnes. Donc en fait je me remets entre les deux. Moi je suis pas en rejet total, mais il faut une pédagogie qui est nécessaire derrière et une aide et un outillage qui va avec. Ouais. Ouais. Alors on va prendre une autre question, et juste pour effectivement pour le fact-check. C'est depuis 2007 en Autriche que à tous les niveaux de pouvoir d'ailleurs, les jeunes de 16 ans peuvent voter. Et bien alors ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas des enquêtes qui sont menées là-dessus sur est-ce que les jeunes de 16 ans en Autriche ont un vote complètement irrationnel par rapport à d'autres. Et ce serait en Malte, c'est question. pareil. Les jeunes peuvent déjà voter en Malte. Voilà. Question du public. Je ne sais pas s'il y a... Oui. Je peux quand même. Bah oui, bien sûr. Oui, donc j'avoue que je ne suis pas une étudiante. J'ai travaillé encore il y a pas si longtemps pour une agence de communication, ICF Next, qui a commandité cette recherche. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Martine et je voudrais faire une remarque et éventuellement aussi une question pour revenir un peu à cette étude. Pour nous, la plus grande surprise de cette étude, c'était cette proportion des gens qui sont abandonnés. Et aussi le fait qu'ils sont super difficiles à être trouvés. Ils ne se trouvent pas on ne peut pas les trouver sur les réseaux sociaux habituels. Souvent, ils ne sont pas des consommateurs des informations. Ils ne vont jamais ouvrir le post où ils voient que c'est quelque chose de politique. Donc, déjà, de le trouver, c'est un très, très grand défi. Et ma question pour vous, François et Mara, j'apprécie énormément des initiatives, des activités que vous faites, mais comment vous êtes sûr que vous touchez ceux qui se sentent abandonnés ? Parce que le problème des institutions européennes qui étaient les clients pour lesquels nous on a travaillé, on a fait beaucoup de campagnes l'année dernière qui était l'année européenne de la jeunesse. On a fait beaucoup de campagnes qui étaient justement, qui s'adressaient quasiment toute la communication européenne, s'adressait à ceux qui étaient déjà actifs et qui s'intéressaient à l'Europe. Et donc, l'Europe s'est rendue compte qu'elle prêche les convaincus. Et donc, tous ceux qui sont abandonnés, ce sont justement ceux qui ne reçoivent jamais rien parce qu'ils ne veulent pas. Donc, comment vous êtes sûr ou comment on peut s'assurer que vous ne parlez pas à cette autre moitié de la jeunesse qui est la jeunesse engagée ?
En fait, j'ai les mêmes préoccupations de vous. En fait, j'ai aucune certitude à ce niveau-là, et je n'ai pas cette prétention de me dire je vais reconnecter les jeunes qui sont désabusés, etc. Moi, mon initiative, en fait, elle est née également d'une enquête qui a été financée par la communauté française sur quelle est la perception de la politique et de l'extrémiste par les jeunes. Et donc, en fait, on a tiré au sort des établissements au sein de la communauté française. J'ai rencontré des professeurs et j'ai rencontré des étudiants de 5e et de réto que j'ai fait s'asseoir autour d'une table. Et on a eu des tables de discussion et d'échange. C'est à la suite de ces tables de discussion que je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose, qu'il fallait essayer d'expliquer des concepts, de jouer avec ces concepts et de leur donner un certain outillage pédagogique pour avancer. Maintenant, j'essaye de faire ça à mon niveau, quand j'ai le temps, quand je peux, quand j'ai envie également. Et il y a toute cette question, bien sûr. Moi, je suis allé dans certaines écoles, j'ai rencontré des types différents de filières, de réseaux, des écoles issues d'indices socio-économiques fondamentalement différents les uns des autres. Je peux essayer de donner une prise avec certaines personnes qui sont autour de la table et qui sont satisfaits de l'échange qu'il y a eu, etc. Mais après, une fois qu'ils rentrent chez eux, je ne sais pas ce qui se passe. J'espère éveiller une conscience, et je me dis à la fin de ma vie, si j'aurais éveillé plus d'une conscience, parce que à la fin de ma vie, moi, ma conscience s'arrête, donc il faut une autre plus une autre, comme ça on sera deux, et j'aurais déjà bien avancé. C'est un peu ridicule, c'est un petit peu simpliste, c'est la théorie du colibri, on peut en rire, mais j'y crois vraiment, tout comme je crois vraiment à l'intelligence collective qui peut émerger à ces tables de discussion. Après, encore une fois, c'est vrai que moi, ce que je propose, ça s'adresse à des personnes que j'ai rencontrées. Je ne sais pas être partout et je suis très ouvert à d'autres techniques, à d'autres possibilités d'agir, et je serais ravi de pouvoir me cloner ou justement rencontrer d'autres profils que moi pour qu'on ait d'autres idées et qu'on puisse avancer par rapport à d'autres pratiques. Donc j'avoue ma totale modestie dans ce genre d'action. Peut-être inspiré de l'intelligence artificielle, puisque c'est aussi une préoccupation des jeunes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, on n'a pas de certitude. On fait notre mieux, je peux dire ça. On fait notre mieux à travers des activités comme des week-ends, du Robert School, des sessions, des simulations du Parlement, des partenariats, etc. Mais à la fin, on ne peut pas être sûr. Mais après, ce que nous, on essaye aussi, c'est un peu ce que tu as déjà dit, de créer des multiplicateurs. Et du coup, d'avoir plusieurs personnes qui parlent de ça. Et du coup, pas seulement le vivre pendant cette masterclass, mais aussi dehors de cette masterclass. Du coup, peut-être il y a quelques-uns qui vont sortir de cette masterclass et dire « Ah ouais, c'était vraiment chouette, du coup, je vais me renseigner plus sur ça. » Ou ils vont discuter avec une bière dans la main avec leurs potes qui n'ont pas venu. Et du coup, on a déjà un snowball effect. Et je crois à la fin, en fait, il faut mieux tenter que rien faire, non ? Oui, il y a une question. Alors, il y a deux questions. Je pense qu'il y a une question derrière. Oui, le micro, et puis on passe le micro derrière. Oui. Vous aviez parlé de la politisation. Moi, je voulais vous expliquer que comme quoi c'était vaut mieux essayer de politiser les jeunes, pour faire fonctionner la démocratie en somme. Moi, je voulais poser la question différemment. Est-ce que finalement, ce ne serait pas dangereux de politiser les gens, dans le sens que je pense que quand on dit il faudrait politiser les jeunes, mais en fait, on voudrait les politiser comme nous. Mais la question, c'est est-ce que les jeunes vont se politiser comme nous ? Est-ce que les jeunes ne vont pas justement, comme on discutait au début, se faire avoir par des populistes, par des autoritaires, donc, ça en vient à la question finale de comment est-ce qu'on politise les gens ? Est-ce que, comment on construit la politisation et pas simplement déclencher la discussion politique auprès des jeunes ? Comment est-ce qu'on fait pour construire la politisation chez les jeunes ? Je ne sais pas si... Oui, François, peut-être. Ok. Voilà. Alors... Je me suis peut-être mal exprimé. J'ai jamais dit que je voulais politiser les jeunes, mais je me suis peut-être mal exprimé. Moi, ce qui m'importe, c'est d'en fait apporter des cadres et des outils et des grilles d'analyse qui peuvent être utilisés par tout un chacun. Par exemple, mon idée n'est jamais de dire la démocratie se définit comme ceci et voici ce que doit être une bonne démocratie. Pas du tout. Je suis plutôt un partisan du voici un mot, démocratie,
qui est utilisé à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, qui est utilisé comme arme pour attaquer un adversaire ou comme bouclier pour se défendre d'une attaque. C'est un mot qui a toujours été critiqué dans l'histoire et pourtant c'est un mot qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. On veut démocratiser la culture, démocratiser les entreprises, démocratiser l'école, etc., etc. Et donc en fait mon idée n'est pas du tout de dire la démocratie c'est cette définition-là et il faut qu'on avance dans cette branche, c'est plutôt de dire voilà, la démocratie c'est ce que j'appelle un mot formule, c'est un mot vide mais pas vide de sens. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons de la définir, il y a différentes façons de l'expliquer, il y a différents projets, actions, institutions démocratiques. Et avoir connaissance de cette multiplicité des définitions permet à chacun de se positionner par rapport à cet enjeu-là et permet à chacun, s'il le souhaite ou non, d'apporter sa pierre à l'édifice d'une façon ou d'une autre ou par rapport à d'autres, de la déconstruire d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que l'enjeu n'est pas du tout de définir en disant c'est ceci, c'est vraiment de donner un outil, une analyse, qu'après chacun pourra faire sienne. Un autre exemple, je parle de démocratie, mais un autre exemple que j'ai fait dans les classes, par exemple, c'était avec le terme extrémisme. J'essaye d'apporter des grilles de compréhension de l'extrémisme, pour ne pas que ce soit un simple mot qu'on se lance au visage quand on est fâché avec la personne en face de soi. Mais après, chacun peut apporter sa vision de l'extrémisme, ses définitions de l'extrémisme, qualifier un discours, une personnalité, un parti d'extrémistes. Et alors là, on n'est plus dans se lancer des mots au visage, mais on est dans des vrais débats valoriels. Selon toi, pourquoi ça c'est extrémiste ? Tiens, non, parce que moi, je le définirais autrement et je considère que... Et donc, on va entrer dans des vrais débats de valeurs, d'enjeux de société. Je reviens avec, du coup, je fais les liens entre les deux, extrême droite et démocratie. Moi, dans mon travail, j'ai interrogé le terme démocratie dans les discours d'extrême droite. En fait, j'ai refusé... C'était un parti pris de ma part, de définir l'extrême droite comme antidémocratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une famille politique qui, en termes d'analyse de contenu, mobilise le plus souvent le terme démocratie dans ses discours. Et donc, mon enjeu n'était pas de dire ils sont antidémocratiques, on n'en parle pas, puisque eux, en fait, se présentent comme les vrais démocrates, les défenseurs de la vraie démocratie, etc. C'est plutôt de dire, voilà, on va déconstruire le mot, on va présenter ces différentes définitions, et ces partis politiques d'extrême droite utilisent le terme démocratie, ont une certaine définition de la démocratie, et après on joue sur le cadre. Moi, je n'accepte pas cette vision-là, je ne partage pas ces valeurs-là. Et là, on est dans un débat valoriel sur des enjeux de société, et je pense que là, je ne politise pas ou je ne dis pas il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. On est vraiment dans une appropriation des mots, et je pense que c'est important à faire dans les classes, avec des jeunes, etc. C'est vraiment de les outiller en termes de définition et pas en termes de jugement, de valeur, pas avoir un côté moralisateur sur ce que l'on dit, mais plutôt, voilà les grilles d'analyse, à toi de jouer avec ces grilles et de faire valoir tes valeurs à travers ta vision du monde. Et donc si je résume ta pensée, équiper, donner des grilles d'analyse, mais surtout pas embrigader dès 16 ans. Parce qu'effectivement, le risque, c'est de créer encore plus de polarisation et de renforcer aussi un phénomène de socialisation politique très jeune, mais avec le risque derrière, évidemment, d'avoir des identités politiques figées, pas forcément, qui ne passent pas forcément par ce prisme-là de la réflexion. Alors, je vais me contredire maintenant, parce que j'aime beaucoup aussi. À la fois, il faut outiller et donner des outils de compréhension et d'analyse du monde qui nous entoure. À l'inverse, il ne faut pas sombrer dans le mythe de la neutralité non plus, où l'information doit être neutre de toute émotion, de tout ressenti, de toute interprétation, de toute idéologie. Je pense qu'il n'y a rien de plus idéologique que de dire qu'on n'est pas idéologique. La question, c'est pas celle-là, c'est plutôt de, quand on est confronté à un certain type de contenu idéologique, c'est de pouvoir l'identifier tel quel et de savoir réagir par rapport à cela. Il y a énormément d'associations militantes, on peut parler aussi des journalistes, des partis, de certaines ONG qui ont une vision idéologique du monde, qui ont un certain prisme de compréhension du monde. Je pense qu'il ne faut pas les rejeter sous prétexte que c'est de l'idéologie ou c'est du militantisme. Le militantisme a son rôle aussi, a son importance. Maintenant, ce qui est important vis-à-vis
et je ne parle pas que des jeunes, vis-à-vis de chaque citoyenne et de chaque citoyen, quand il est confronté à un type de contenu, c'est important de savoir de le distinguer idéologiquement et de connaître sa couleur. Et après, c'est pas pour ça que ce contenu est inintéressant ou doit être écarté s'il est coloré politiquement. Pas du tout. Mais il faut en avoir conscience. Je dis ça personnellement. Moi, j'adore regarder des vidéos d'Usul sur YouTube. Je sais comment je dois positionner ce type de contenu. Je l'assimile pas à un contenu neutre, sans émotion et pile au centre sur la grille d'analyse gauche-droite. Pas du tout. Il y a une certaine couleur politique, même très forte, et il faut l'identifier telle quelle. Mais une fois qu'on la connaît, c'est pas pour ça que derrière, on peut pas écouter, entendre, essayer de dialoguer, et c'est pas pour ça qu'il y a des chiffres derrière ou des interprétations qui sont complètement farfelues également, au contraire. Alors on va prendre une dernière question du public, et parce qu'on a déjà dépassé l'heure, donc je sais pas si on entend. Oui, on entend. J'avais plutôt une question pour Martine et Mara, pour revenir sur l'incompréhension des jeunes face à l'Union européenne. J'avais beaucoup d'idées, donc je vais essayer d'être bref. Un mot pour moi qui n'a pas été mentionné, qui est fondamental dans la compréhension de l'Union européenne, c'est le mot de compétence. L'Union, c'est d'abord pour moi, c'est d'abord le résultat d'un transfert de compétences des États membres qui sont mis d'accord depuis le traité de Rome de faire transférer toute une série de compétences vers un niveau supranational. Tout d'abord. Ne faut-il pas d'abord expliquer aux jeunes les compétences de l'Union européenne ? On parlait des jeunes qui ne se sentaient pas aidés par l'UE, que l'UE ne leur offrait rien, ne répondait pas à leurs besoins primaires, mais selon moi, la question primordiale, c'est comment faire comprendre aux jeunes que l'UE ne doit pas être vue comme un État, car elle n'est pas un État, mais elle n'est pas non plus une organisation internationale, car elle est davantage que ça. La primauté du droit européen sur le droit national, c'est quelque chose quand même d'assez unique. Il n'y a aucune organisation internationale qui offre un système comme ça. Donc ma question plutôt pour Martine et Mara également, c'est comment faire comprendre aux jeunes que l'UE n'a pas, et n'aura peut-être pas dans les 10 prochaines années, les compétences pour offrir aux citoyens ce qu'ils attendent, donc un système de soins de santé, des aides sociales et une redistribution des richesses. Est-ce que vous prenez parfois le temps aussi, peut-être, Mara, d'expliquer aux jeunes que l'Union européenne n'est pas un État et donc ne redistribue pas des richesses, n'est pas un État-providence? Parce que pour moi, c'est ça le nœud du problème, c'est l'incompréhension des jeunes face au système de transfert de compétences. Nous, en tant que Belges, on a facile à comprendre ça, car on fonctionne comme ça depuis 1830, de transfert de compétences, mais pour les États comme la France, ou des États assez centralisés, pour moi, les jeunes, probablement un point de compréhension à ce niveau-là. J'espère que je me suis fait comprendre. J'essaie d'être rapide. Merci. Peut-être Martine ? Voilà. Effectivement, dans l'étude qu'on a faite, on a vu que les jeunes attribuent certaines compétences aux États nationaux et certaines compétences à l'Europe. C'est sûr que ce n'est pas toujours de façon juste, hein, c'est une perception, mais pour eux, cette perception est une réalité. Je pense que si on veut les abandonner complètement, on doit commencer à leur expliquer les structures. Une chose qui a vraiment un message que je voudrais faire passer, puisqu'on approche de la fin, c'est les jeunes, et pas seulement les jeunes, ressentent vis-à-vis d'eux une énorme défiance, un énorme mépris, et le fait qu'on ne les écoute pas, que leur voix ne compte pas. Et c'est cette défiance qui amène la défiance vers les institutions. Et ce qu'on a pu voir dans les dernières années, c'est que les gens se sentent tellement peu entendus, ils ont l'impression qu'ils font des efforts, ils ont l'impression qu'ils se débrouillent vaille que vaille, et ils se sentent tellement peu entendus qu'ils peuvent en devenir violents, et violents même sans aucune volonté ou sans aucune mission. Cette montée de la violence, de l'envie de violence, de se dire, puisque tout est tellement compliqué, puisqu'on me méprise tellement, puisqu'on est défiant vis-à-vis de moi, je ne peux m'en sortir que par la loi de la jungle, par la loi du plus fort. Et ça, c'est vraiment depuis quelques années qu'on voit cette violence bouillir. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, c'est un message que je voulais faire passer en dehors des questions. Voilà, Mara, peut-être. Bien sûr, on aborde la question des compétences, vu que c'est un des main points du fédéralisme. Et moi, je trouve ce qui est important d'aborder si on parle des compétences, c'est un peu aussi Europe blaming, parce que les États-nations et du coup aussi les politiciens régionaux, locaux, nationaux, tout le monde parfois font de Europe blaming.
Du coup, ce n'est pas seulement la faute des jeunes de ne pas comprendre c'est qui est la compétence de l'Union européenne, ou c'est qui est la compétence de l'État-nation, ou de ma région à moi, ou de ma commune. C'est aussi un peu le discours, le narratif. Parce que, bien sûr, un politicien national ne veut pas admettre « ok, c'est notre niveau qui n'a pas bien fait les choses », mais c'est plus facile de dire à l'Union européenne « elle a fait ça, elle a fait cela ». Du coup, je crois que c'est aussi un peu un appel aux politiciens de vraiment prendre leurs responsabilités et de aussi bien communiquer l'échelle qui est compétente. Et on n'a pas trop abordé cette question, je vais être bref. Mais il n'y a pas de consensus dans la littérature qui influence qui. Si on demande les gens s'ils sont contents avec la politique à l'échelle nationale, et du coup, il n'y a pas de consensus, ou s'ils sont mécontents. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent « Ok, je suis mécontente avec la politique nationale, mais du coup, je me focus plus sur un niveau européen. » Mais il y a d'autres gens qui vont dire « Non, déjà, je suis mécontent au niveau national, du coup, laisse tomber l'Union européenne. » Ça aussi, c'est un facteur important que là, il n'y a pas de lien direct qui est valable pour tout le monde. Et je crois que ça aussi, il faut tenir en compte qu'on ne peut pas toujours refléter le niveau national au niveau européen. Merci. Alors, je ne sais pas si François veut ajouter quelque chose. Écoutez, je pense qu'on arrive peu à peu à la fin de cette ronde de discussion. Moi, je retiens quand même dans ce que Mara vient de dire et dans l'intervention précédente qu'il y a à la fois la responsabilité des politiques, qui filtre la parole également, la parole politique, la parole européenne à destination des jeunes. Et puis, juste avant, c'était la responsabilité des médias. On n'a pas beaucoup parlé des médias, en fait, finalement, ce soir. Et on rigolait tout à l'heure, on disait, oui, Euronews, Euractiv, donc on va dire les officines médiatiques de la bulle européenne. Mais finalement, il y a aussi un travail, je pense, de vulgarisation, alors qu'on peut mener, bien sûr, à l'échelle scolaire ou plus tard à l'université. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un travail de vulgarisation qui doit être effectué par les journalistes, par les médias, notamment dans simplement la visibilité qui est donnée à ces enjeux, et éventuellement peut-être aussi en créant du conflit, en montrant qu'il y a une palette d'options, qu'il n'y a pas uniquement, je dirais, les pro-européens qui sont, je dirais, dans une mouvance progressiste, mais que la question migratoire est aussi abordée et que différentes solutions sont proposées par différents groupes politiques à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Donc là, il y a un travail, je pense aussi, vraiment de conscientisation et de responsabilisation des élites médiatiques, ici en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est aussi ressorti dans l'étude, une défiance, tu parlais de défiance tout à l'heure, mais peut-être aussi une défiance à l'égard des acteurs du champ médiatique. Oui, il y a vraiment une défiance vis-à-vis des médias, il y a une défiance vis-à-vis des gouvernements nationaux, il y a une défiance vis-à-vis des élites. Et il y a finalement les gens qui sont proches de la santé qui échappent à cette défiance. Merci. Oui, c'est bien de rebondir sur ça, parce que bien sûr, c'est aussi une question de narratif, en fait. Vraiment, dans quelle lumière on va mettre l'Union européenne. Et surtout, en fait, on n'a pas du tout parlé de ça non plus, l'identité européenne et nationale, parce qu'en soi, l'identité européenne et l'identité nationale n'est pas contradictoire. Sauf que le narratif, parfois, présuppose que c'est quelque chose de contradictoire. Et du coup, là, on a un exemple où il faut justement changer le narratif. Et bien sûr, il y a aussi les médias qui doivent prendre leurs responsabilités. Merci. François. Oui, peut-être Martine. Simplement, dans d'autres études, pas dans celle-ci, effectivement, cette identité multiple chez les jeunes existe très, très, très fortement et ça les démarque des générations plus âgées. Donc, ils ne voient pas de conflit entre les identités. D'accord. Mais donc,
vous êtes rejoint finalement sur les conclusions de vos études. Donc Je crois qu'on peut continuer encore 1 heure. Oui, malheureusement, je pense que ce n'est pas possible et je pense qu'à un moment donné, il faut conclure. Donc peut-être François, un dernier mot sur... c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les travaux de recherche et sur la médiatisation du politique. Je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, notamment, puisque bon, tu as quand même lancé l'initiative Popex, et peut-être qu'il y a aussi un déficit de médiatisation de ces questions-là. Mais c'est sûr qu'il y a un besoin d'une présentation de soi qui doit être travaillée. Il y a des chargés de com qui s'y connaissent bien mieux que moi pour la présentation de soi. Moi, je rebondirais peut-être sur cette notion d'entité européenne. C'est vrai, on a dit qu'il manque des élections directes pour l'Union européenne. On vote pour des nationaux qui vont à l'Union européenne. On manque de médias européens, on manque de figures européennes. Et donc, il y a peut-être toute cette question d'incarnation de l'Union européenne. Comment est-ce qu'on met comment est-ce qu'on discute, comment est-ce qu'on met en lumière, comment est-ce qu'on met en histoire cette Union européenne, et elle est portée par quels acteurs et pour qui? Parce que c'est vrai qu'on parle de politiciens qui attaquent l'Union européenne pour dire, en fait, si cette politique n'est pas en place, c'est de la faute de l'Union européenne, c'est de la faute de l'Union européenne. Et en face, on n'a personne pour se défendre. Il n'y a pas Monsieur Union ou Madame Union européenne qui arrive et qui fait, ben non, c'est pas nous, en fait, c'est votre État et ça. Moi, je me rappelle juste, et peut-être pour conclure sur cette anecdote, c'est il y a quelques années, quand il était président de la Commission européenne, il y a Monsieur Bolsonaro qui est venu à Liège, et il est venu au théâtre de Liège. Barroso, j'ai dit quoi? Oui, Bolsonaro. Ouh là là. Mais oui, mais ça, c'est... On travaille sur les populistes. Oui, et en plus, c'est enregistré, ça restera pour toujours. Mince. Bon, bref. Qui est venu à Liège pour un débat avec des jeunes et des citoyennes et des citoyens beaucoup plus âgés, on va dire. Et à un moment, il y a des personnes qui se lèvent et qui lui lancent un œuf en disant « Tu n'as rien fait pour le climat, c'est scandaleux, etc. » J'ai jamais vu un garde de la sécurité intercepter aussi vite l'œuf en plein vol et puis protéger la personnalité politique. Mais donc, il est revenu après, il a dit « En fait, c'est très simple. C'est pas mes compétences. Râlez devant votre gouvernement. » Et je trouve que ça illustre vraiment, il y a une haine qui a pu être portée vis-à-vis d'une certaine personne à un moment donné sur un sujet, et cette personne s'est défendue de la façon la plus simple possible. C'est pas mes compétences, c'est pas moi. Donc ne râlez pas, râlez devant vos gouvernements. Ce qui est une réponse très belge en soi. Oui. Ouais. Et c'est une réponse qui est fausse. Donc il y a une réaction juste parce que c'est pas repris dans le Twitch. Donc effectivement, au niveau du climat, il y a des compétences et c'est vrai, il y a une manière de se défausser aussi. Donc oui, on se rejette tous la patate chaude. Oui. Voilà. Eh bien, sur ce constat très belge finalement, je remercie d'abord nos intervenantes, Martine Clercq, Mara Greminger et bien sûr François Debras, pour cette discussion éminemment frustrante puisqu'on aurait pu continuer, je pense, jusqu'en juin, jusqu'au moment de l'élection. Mais donc, on vous donne bien sûr rendez-vous pour d'autres masterclass qui porteront sûrement encore sur ces questions autour du scrutin européen, aussi bien sûr la politique nationale au niveau belge également, on abordera ça. Donc je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont venues. Alors je pense que voilà, vous êtes assez nombreux aujourd'hui et on est très contents. Et puis sur Twitch, il y a quand même pas mal de réactions, donc on est très contents et on vous remercie. Et on a encore quelques minutes, je pense, pour prendre un verre de l'amitié. Ou un verre très conflictuel pour amener un peu de débat, ce qui manque peut-être aussi au niveau européen. Donc merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.